Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Très content de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide à Washington. Les titres que nous allons développer ce soir. Au Soudan, l'armée annule l'accord sur la transition politique et appelle à des élections. Les manifestants, eux, disent vouloir poursuivre leur lutte. Au Cameroun, le chef de file par intérim du parti MRC, écroué à Yaoundé. L'opposition dénonce les récentes arrestations politiques et critique l'absence d'accès à une aide juridique. En visite d'État au Royaume-Uni, le président américain Donald Trump promet à Londres un avenir post-Brexit radieux. La situation continue de dégénérer au Soudan. Le mouvement de contestation rejette l'appel à des élections par les militaires au pouvoir et entend poursuivre la mobilisation. Ce nouveau développement survient au lendemain de la dispersion meurtrière du sit-in des manifestants devant le quartier général de l'armée, une répression qualifiée de massacre. Nous retrouvons Irénée Hermanungbo pour un nouveau point ce soir. Mardi matin, les rues de Khartoum étaient quasiment désertes. La plupart des commerces avaient fermé. Seulement quelques voitures circulaient. De nombreuses rues étaient bloquées par des pierres, des barricades de fortune érigées par les manifestants face aux hommes lourdement armés des forces de soutien rapide déployées partout en ville. C'est dans ce contexte que le Conseil militaire a décidé de cesser les négociations avec l'Alliance pour la liberté et le changement et d'appeler à des élections générales dans un délai maximum de 9 mois. Le Conseil militaire décide d'annuler ce qui avait été convenu, suspendre les négociations avec l'Alliance pour la liberté et le changement et convoquer des élections générales dans un délai de 9 mois. Une approche que rejettent les manifestants. Nous constatons maintenant que le Conseil militaire n'est pas disposé à entamer les procédures de transfert du pouvoir à un gouvernement civil comme l'exigent les gens dans la rue. Les options laissées au peuple soudanais sont alors de continuer à manifester et maintenir la résistance à travers le sit-in et toutes les autres formes de pression pacifique pour obtenir gain de cause. La violente dispersion du sit-in de lundi a fait plus de 35 morts et des centaines de blessés, selon le dernier bilan provisoire en date du comité central des médecins proche de la contestation. L'opération a suscité de nombreuses condamnations internationales, notamment des États-Unis et de l'ONU, cette dernière dénonçant l'usage excessif de la force par les autorités et appelant à une enquête indépendante. Londres et Berlin ont demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi à New York. Au Cameroun, un cadre du parti de l'opposition MRC a été écroué aujourd'hui à la prison centrale de Yaoundé. Il s'agit de Mamadou Mota, qui était jusque-là le leader par intérim de ce parti, dont le chef Maurice Kamto est lui-même actuellement en détention. Hier soir, des militants du MRC, arrêtés samedi dernier lors de la marche dite blanche et pacifique, ont commencé à être relaxés. Pour un décryptage, j'accueille Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme pour la démocratie au Cameroun. Il est en ligne de Yaoundé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Que pouvez-vous nous dire davantage au sujet de l'arrestation et l'emprisonnement d'opposants? Et que disent d'ailleurs les autorités pour justifier de telles actions? Il faut noter qu'on est dans une spirale de violence caractérisée par des arrestations massives au lendemain de la plupart des manifestations qui sont organisées par le parti d'opposition appelé le MRC. Il faut noter qu'après les marches du 26 janvier, on en a eu celles du 1er juin qui se sont soldées de la même manière avec plusieurs arrestations. On en est à près de 300 personnes qui ont été arrêtées. Une trentaine a été libérée dans la foulée, mais déjà le déferlement vers la prison d'un certain nombre, parmi lesquels justement le vice-président du MRC, donc président par intérim, et des très hauts cadres aussi de ce même parti, qui sont déjà arrivés à la prison centrale Kodengui. Il est évident que les autorités n'ont pas d'autre justification que de dire que ces personnes se sont lancées à des manifestations
qu'elles avaient, elles, les autorités interdites. Mais il va de soi qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre être en démocratie et interdire toutes les manifestations ou simplement les réunions publiques au Cameroun, comme c'est le cas. Oui. C'est la généralisation des interdictions. D'après le MRC, les personnes arrêtées et écrouées sont privées d'assistance médicale et juridique. Qu'en savez-vous, brièvement? Il est évident que lorsqu'ils sont encore en garde à vue depuis que l'accès à ces personnes est quasi difficile, surtout pour les personnes qui sont dans les lieux spéciaux, comme le secrétariat d'État à la Défense, et qui n'ont pas accès, même pas simplement aux soins, mais surtout aussi à leurs conseils, dont la situation est assez grave. Et aujourd'hui, c'est triste de voir que le droit des personnes gardées à vue, aucun des droits n'est pratiquement respecté. Oui. Alors, Hilaire Kamga, des manifestations sont organisées par le MRC depuis la présidentielle d'octobre de l'année dernière, que le parti qualifie de hold-up électoral après la proclamation des résultats donnant son candidat Maurice Kamto deuxième après le président Paul Biya. Mais pour le gouvernement camerounais, le débat sur la présidentielle est clos. Partagez-vous cet avis? Est-il donc temps pour le pays de passer à autre chose, d'aller de l'avant? Il va de soi qu'il est temps de passer à autre chose, sans pour autant passer par pertes et profits. La question de ces élections qui sont déroulées, parce qu'au moins ça a donné des enseignements. Autre chose, c'est de revoir le code électoral de manière claire, parce que d'autres élections ne connaissent pas le même sort. Il est évident aujourd'hui que le MRC est dans sa position, une autre partie de l'opinion est dans une autre position. Il faut effectivement, à un moment donné, passer à autre chose. Le Gabon a parlé au Cameroun d'une certaine manière, mais en même temps, le Soudan parle. Parce que si M. Biya Paul n'accepte pas les négociations qu'on lui propose, c'est-à-dire dans le cadre d'un dialogue, il va de soi que peut-être l'option soudanaise qui risque d'être vue au Cameroun. Parce que la société est totalement divisée. Le peuple n'en veut plus justement de ce système qui s'accapare de l'ensemble des libertés. Oui, Hilaire Kamga, vous êtes porte-parole de la plateforme pour la démocratie au Cameroun. Je vous remercie. À bientôt. Ailleurs dans l'actualité, nouvelle tuerie à Béni, en République démocratique du Congo. Une douzaine de civils ont été abattus par des rebelles la nuit dernière. Les affrontements ont repris ce matin. Un rebelle a été tué par l'armée. 2 soldats ont également été tués. Des centaines de civils ont été massacrés dans la région de Béni. Depuis octobre 2014, les tueries sont généralement attribuées à la milice des forces démocratiques alliées, les ADF. Il s'agit de rebelles musulmans ougandais qui se sont repliés et ont fait souche dans cette partie du Nord Kivu depuis plus de 20 ans. Les nouveaux massacres ont une nouvelle fois provoqué la colère des habitants. La ville de Béni a d'ailleurs été l'un des premiers foyers de l'épidémie d'Ebola en RD Congo. Et il y a un nouveau bilan ce soir. Plus de 2000 personnes ont contracté le virus et 1346 sont décédées depuis la déclaration de l'épidémie il y a 10 mois. Le gouvernement congolais fait également état de 539 personnes guéries. Les autorités de Kinshasa tentent toutefois de relativiser. Malgré ce cap, disent-elles, les évolutions de ces dernières semaines sont positives, bien que la vigilance est toujours de mise. Elle se félicite également de la réduction du nombre d'attaques qui a permis aux équipes de rattraper une partie de leur retard pour contenir la propagation de l'épidémie. En Éthiopie, le chef du gouvernement poursuit son programme de réforme pour Abiy Ahmed. Il s'agit notamment de trouver des solutions aux problèmes de sécurité régionale. Le Premier ministre se dit déterminé à faire de son pays un moteur d'intégration régionale, tant sur le plan économique que celui de la paix. Dans une interview exclusive accordée à la VOA, Abiy Ahmed maintient que son plan ne sera pas compromis. L'entretien a été réalisé par Eskinder Fiereou à Addis Abeba. Extrait. Si nous prenons le problème entre la Somalie et le Kenya, nous souhaitons que l'Érythrée et le Soudan du Sud s'aident mutuellement avec le support de l'Éthiopie et apportent leur aide pour résoudre ces problèmes. Tous ces problèmes entre la Somalie et le Kenya peuvent se répercuter sur nous. Pour cette raison, nous aimerions travailler ensemble pour le résoudre. La situation au Soudan du Sud est très problématique. L'Éthiopie ne peut pas, elle seule, résoudre le problème. Et il en va de même pour le problème entre nous et l'Érythrée. Et il y a aussi des problèmes entre l'Érythrée et d'autres pays. C'est donc une région qui a beaucoup de problèmes.
Mais il ne faut pas oublier que cette région veut avancer vers une meilleure intégration. Ce mardi 4 juin est un jour de fête pour de nombreux musulmans à travers le monde. Ils célèbrent l'Aïd el-Fitr, la rupture du jeûne pratiqué durant le mois de Ramadan. La journée a été marquée en Afrique comme au Burkina Faso. Des milliers de fidèles ont prié dans la capitale burkinabé. Aujourd'hui, ils disent vouloir la paix dans ce pays qui a subi de nombreuses attaques djihadistes ces derniers temps. De Ouagadougou, le reportage de Lamine Traoré. Place de la Nation, le cœur de Ouagadougou. Des milliers de musulmans, la plupart en boubou blanc, ici pour payer. Une prière qui marque la fin du mois de jeûne, le Ramadan. Aujourd'hui, nous célébrons Dieu, nous célébrons sa gloire. Et c'est l'occasion aujourd'hui d'exprimer notre solidarité entre nous, dans la famille, entre nous, frères, entre nous, collègues. Les musulmans ont aussi prié pour que règne la paix et la stabilité au Burkina. Vraiment, on a prié Dieu pour que les terroristes là, nous laissent en paix, pour que la paix revienne au Burkina Faso. Des membres du gouvernement, des autorités coutumières et différentes confessions religieuses étaient aux côtés des musulmans, en signe de solidarité. Que le Seigneur nous rapproche les uns des autres pour qu'ensemble nous puissions dialoguer et construire un monde de paix, un monde de fraternité. Avec nos frères musulmans qui n'ont de cesse de prier pour ce pays, continueront de le faire pour que notre vivre ensemble qui a été mise à mal par le terrorisme, par le délitement de la cohésion sociale, que notre pays retrouve le calme et la sérénité. Depuis 2016, des attaques terroristes ont fait plus de 300 morts au Burkina. Ces derniers mois, plusieurs lieux de culte, des églises et des mosquées ont été la cible d'attaques meurtrières. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Deuxième jour de la visite d'État du président américain en Grande-Bretagne, au lendemain d'un accueil en grande pompe par la reine Elisabeth, Donald Trump a encouragé le Royaume-Uni à rompre les ponts avec l'Union européenne. Il promet au pays un accord commercial qu'il qualifie de phénoménal après le Brexit, la sortie de ce pays du bloc européen. Arzuma Compaoré. En plus de s'entretenir avec des dirigeants du monde des affaires, Trump et May ont eu un entretien bilatéral et un déjeuner de travail mardi avant de donner une conférence de presse conjointe au cours de laquelle les deux leaders ont tour à tour réaffirmé, entre autres, le lien spécial existant entre les États-Unis et la Grande-Bretagne avant de répondre à 4 questions. Les États-Unis accordent un grand intérêt à un accord commercial phénoménal entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Cet accord commercial offre un potentiel énorme, probablement 2 ou même 3 fois plus que ce que nous faisons en ce moment. Theresa May a loué les relations entre les deux pays, mais a reconnu certaines différences sur des sujets comme le changement climatique ou l'Iran. Elle s'est également exprimée sur la proposition d'accord commercial formulée par le dirigeant américain. Je crois qu'il y a un bon accord sur la table et il est évident que ce sera à celui qui me succédera en tant que Premier ministre de faire avancer cette question. Ce qui est primordial à mon avis, c'est de réaliser le Brexit pour le peuple britannique. Trump a publiquement soutenu le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson et il a qualifié le leader de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn de force négative. Il a aussi réitéré ses critiques à l'encontre du maire de Londres, Sadiq Khan, qu'il avait déjà qualifié la veille de loser total. Des milliers de personnes ont manifesté contre la visite du président américain, brandissant des pancartes, parfois grossières, lors de ce que les organisateurs ont appelé le carnaval de la résistance à Trafalgar Square. Le voyage de Trump comprendra également un arrêt en Irlande et des cérémonies de commémoration de l'invasion alliée en Normandie le jeudi 6 juin. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, au sommaire de la seconde partie de votre journal. Dans la rubrique économique, gros plan sur l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, projet phare de l'Union africaine en vue de l'émancipation économique de l'Afrique. À venir également, coup de projecteur sur les artistes d'art contemporain d'Afrique centrale, leurs œuvres mises en exergue à Douala, au Cameroun. Et en football, deux Africaines qui attirent tous les regards en Chine. Le tandem Tabitha Chawinga et Elisabeth Ado aident leur équipe à conserver son titre de champion en Ligue féminine. Il est l'heure maintenant de vous proposer la rubrique économique comme chaque mardi. Et ce soir, nous retrouvons Eric Manirakisa. Bonsoir Eric, comment allez-vous? Ça va très bien Jacques. Oui, bonsoir. Bonne poignée de main. Ravi de te retrouver. Ravi de vous retrouver également Eric. Fairfax Africa Fund, société d'investissement basée aux États-Unis, salue le pacte de libre-échange intra-africain. Cette firme est spécialisée dans le domaine des investissements dans les économies émergentes, réputées de forte croissance. Il existait déjà, Jacques, des protocoles entre la Chine et 39 pays africains et la Commission de l'Union africaine. La ceinture économique de la route de la soie et à la route de la soie maritime du XXIe siècle, conçue en 2013 pour créer un réseau commercial et d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe et à l'Afrique. L'Union africaine dit également que les entreprises devront tirer profit du marché africain en pleine croissance au-delà des blocs régionaux suivis. Il n'y a que le Nigeria, l'Érythrée et le Bénin qui n'ont pas encore rejoint l'initiative pour devenir la plus grande zone de libre-échange au monde en nombre de pays actuellement, 52 Jacques. Et comme je le disais, le directeur général de Fairfax Africa Fund disait donc que les blocs commerciaux rendaient difficile l'échange commercial. La nouvelle zone de libre-échange couvrira un produit intérieur brut combiné de 2,5 milliards de dollars américains. Avant ce traité de libre-échange, l'Afrique était fragmentée. Vous aviez des blocs commerciaux régionaux en Afrique de l'Ouest, par exemple la CEDEAO. Vous avez eu des blocs commerciaux régionaux en Afrique de l'Est, la Communauté de l'Afrique de l'Est, l'EAC. Vous en avez eu un autre en Afrique australe, la SADC. Vous avez donc ce labyrinthe de blocs commerciaux très fragmentés et relativement petits, ce qui rendait difficile les échanges entre les Africains et les investisseurs internationaux pour librement commercer et faire des affaires en Afrique. Les articles produits en Afrique seront exonérés de droits de douane et ne seront pas taxés en Afrique. Les entreprises non africaines doivent donc nouer des relations avec des entreprises en Afrique en vue de pouvoir bénéficier de ces avantages. Eric, parlons de la Tanzanie qui vient d'interdire les sacs en plastique. Tout à fait, Jacques. La Tanzanie devient le 34e pays africain à bannir les sacs en plastique. Il est désormais interdit d'importer, d'exporter, de produire, de vendre, d'entreposer, de fournir et d'utiliser les sacs en plastique en Tanzanie. L'interdiction s'applique à tout type de sacs plastiques, quelle que soit leur épaisseur. Dar es Salaam agit dans la nécessité de protéger l'environnement et de garder le pays propre et attractif. Le gouvernement demande aux visiteurs d'accepter les contraintes mineures qui en découlent. Toutes les compagnies aériennes et les agences de tourisme et autres agences de voyage ont été averties. L'initiative n'a pas été reçue favorablement, comme vous allez le suivre. Comme vous le savez, il y a beaucoup de sacs en plastique sur nos marchés locaux et il en existe toujours. Le gouvernement interdit ces sacs en plastique alors qu'il sait pertinemment qu'il n'y a pas de solution alternative pour le moment. Toute personne soupçonnée de produire ou d'importer des sacs ou des emballages en plastique est passible d'une amende d'1 milliard de shillings tanzaniens, soit 390 000 €, ou risque une prison de 2 ans maximum. La possession
et l'utilisation de sacs en plastique peuvent déboucher sur une amende de $87 et ou 7 jours d'emprisonnement. C'est très contraignant, Jacques. Ah oui, absolument. Eric Manirakiza, je vous remercie. Vous revenez la semaine prochaine? Absolument. Mais n'allez nulle part ailleurs. Un homme comme vous, vous aimez bien l'art, n'est-ce pas? Ah oui, tout à et fait. D'ailleurs, on peut se faire beaucoup d'argent. C'est aussi la culture. Dans le domaine, c'est la culture. Mais il y a beaucoup d'argent à se faire également dans le domaine, vous le savez. Donc restez avec nous, je vous emmène au Cameroun. Car, l'art contemporain mis en valeur dans la capitale économique du pays, c'était dans le cadre de la 2e édition de Douala Art Fair. La foire a accueilli cette année des exposants des pays de l'Afrique centrale. Reportage, Emmanuel Julentap. Sur le même site qu'en 2018, que les visiteurs de la 2e édition de Douala Art Fair ont pris à nouveau rendez-vous avec les œuvres artistiques. Une diversité d'inspiration pour un moment de régal des amateurs de l'art contemporain. C'est une très grande joie pour moi de visiter, de parcourir et de voir des arts différents les uns des autres, mais avec une même beauté. Et tu vois l'énergie, tu vois la concentration, ça demande vraiment beaucoup. Il ne suffit pas seulement juste d'un talent, mais il faut aussi prendre du temps, réfléchir, faire une composition, tout ça. La singularité dans la création artistique, principal point lors de la sélection des exposants de cette 2e édition. C'est ainsi que cet artiste peintre et plasticien congolais a été l'heureux élu de la ville de Kinshasa. Je travaille sur la circulation routière à Kinshasa. Donc, mes tableaux c'est une présentation du rythme d'une ville africaine qui se modernise à pleine limitation. C'est pourquoi je prends un élément symbolique dans ma peinture qui est la circulation des véhicules. Selon les experts, le marché de l'art contemporain représente 8 millions de dollars de transactions. Une aubaine que le Cameroun devrait saisir. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire aujourd'hui, donner une visibilité aux artistes du Cameroun, faire un catalogue qu'ils pourront garder en souvenir. Et pour moi, ça semble être le plus important. Lors des échanges, il s'est malheureusement avéré que la consommation locale de l'art contemporain a encore du chemin à parcourir. Manuel Jultap, voilà pour le VOA Afrique. Et maintenant, pour un résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, amis sportifs. Le tribunal arbitral du sport a rejeté les appels des Comores contre le Cameroun. Le TAS a débouté la Fédération comorienne de football, jugeant ces appels irrecevables. L'instance comorienne avait saisi le tribunal afin d'être réintégré à la CAN. Les Comoriens estimaient que la CAF n'avait pas appliqué son règlement en ne sanctionnant pas le Cameroun, incapable d'assurer l'organisation de l'épreuve, finalement confiée à l'Égypte. Le TAS a jugé irrecevables les 2 appels déposés par les Comores en janvier puis en février. Les juges arbitraux estiment que même en cas de disqualification de l'équipe nationale du Cameroun, cette disqualification n'aurait aucune incidence sur le classement de l'équipe des Comores dans son groupe de qualification pour la CAN 2019 et qu'il lui était impossible, mathématiquement en tout cas, de se qualifier pour cette compétition. D'une décision à une autre, la FIFA a levé la sanction de la Fédération sierra-léonaise de football après l'acquittement de l'ex-présidente et de son secrétaire général qui étaient visés par des accusations de corruption. Isha Johansen et Chris Kamara étaient accusés d'avoir détourné un don de $50 000 de la CAF destiné à l'achat de matériel IRM. La FIFA avait suspendu en octobre la Fédération de football en dénonçant le limogeage en septembre d'Isha Johansen, alors présidente, et de Chris Kamara, secrétaire général, comme une ingérence des autorités politiques dans le fonctionnement de la fédération. Les matchs éliminatoires de la Sierra Leone pour la CAN 2019 avaient été annulés avant que la CAF ne disqualifie le pays en décembre dernier. En Europe, le Real Madrid a recruté le promoteur serbe Luka Jovic, le jeune attaquant international de 21 ans qui évoluait la saison dernière à Francfort, a signé un contrat de 6 ans avec le Real Madrid et selon Marca, le club madrilène a déboursé environ 60 millions d'euros pour s'offrir Luka Jovic 4 sélections et 1 but de marqué avec 5 millions d'euros en option en Allemagne. Les médias montent là-bas jusqu'à 70 millions. Le Serbe a marqué les esprits en terminant 2e meilleur buteur de la Ligue Europa avec 10 réalisations en Bundesliga. Jovic s'est aussi illustré en se classant 3e meilleur buteur avec 17 buts. À demain. Merci bien Yacouba, à demain. L'une est originaire du Malawi et l'autre du Ghana, mais elles se font appeler les sœurs jumelles. Et vous allez comprendre pourquoi. Tabitha Chawinga
et Elisabeth Ado sont 2 joueuses de football féminin en Chine. Leur complicité sur le terrain a fait de ce duo africain la force de leur équipe. Nous avons demandé à Thierry Kaoré de nous raconter leur histoire. Suivez. Elles sont 2 étrangères originaires d'Afrique dans l'équipe de Jiangsu Suning de Chine. Cela a forgé leur amitié qui va même au-delà du terrain de jeu. Ici, nous ne sommes que 2 étrangères et nous sommes africaines. Alors, nous prenons soin l'une de l'autre comme des sœurs. Shawinga, 23 ans, est arrivée de la Suède début 2018 où elle avait marqué 51 buts en 34 matchs. Cette performance n'est pas fortuite puisqu'elle a grandi en jouant au football avec des garçons dans son village natal et a même souvent été agressée verbalement par des spectateurs. Ils aiment toujours me dire de mauvaises choses du genre « Pourquoi tu joues toujours au football comme ça? Tu es une fille. » De toutes les façons, je dis non, c'est ma carrière, dites ce que vous voulez. Ado, quant à elle, est arrivée en Chine après des séjours dans plusieurs pays dont la Suède, les États-Unis et l'Australie. Sur le terrain, avec sa sœur, c'est une complicité qui donne des résultats. Quand j'ai le ballon, elle sait ce que je vais faire par la suite. Et je connais ses mouvements, si elle va faire un appel de balle ou pas. Pour cette équipe chinoise qui vise la Super League, avec un peu plus d'efforts, Shawinga sera d'un apport incontournable. Parce que bien sûr, ce qu'elle fait maintenant, c'est déjà bien, mais elle peut mieux faire, surtout en technique. C'est donc une carrière qui s'ouvre pour ces 2 femmes. Cependant, aucune d'elles ne participera à la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet prochain, le Ghana et le Malawi n'étant pas qualifiés. L'Égypte vient de faire son entrée dans le livre des records Guinness pour avoir établi le record du monde du plus long banquet durant le mois de Ramadan. Cette table mesurant un peu plus de 3000 mètres, près de 7000 personnes ont assisté à cet événement dans la nouvelle capitale administrative égyptienne samedi dernier, dans le désert à l'est du Caire. Le précédent record avait été établi l'an dernier par la municipalité d'Ajman aux Émirats arabes unis avec une table mesurant un peu plus de 2983 mètres servant 6000 personnes. Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain avec John Lyndon, même heure, même endroit. Quant à moi, Jacques Aristide, je vous retrouve ce jeudi dans Washington Forum. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt. Merci.